Bonjour à tous, bienvenue et merci pour votre patience. Je vous propose de commencer, Rocky, la session. Ça va faire venir les autres, les retardataires. Merci beaucoup. Merci Rebecca. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire dédié à l'éducation financière à l'ère du numérique, opportunités et défis. Donc, next slide. Euh, Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à plusieurs problématiques et défis qui affectent la population et pousserait à dire que la situation est expliquée par un certain manque. Alors, parmi ces défis, nous citons les disparités économiques et humaines. Nous pouvons aujourd'hui remarquer que dans la plupart des pays, une grande majorité de la population considère que les inégalités de revenus sont trop importantes et que la mobilité intergénérationnelle est trop faible. Pourtant, les politiques de réduction de ces inégalités pourraient ne pas susciter une adhésion suffisante de tout le monde. Alors, les rapports de 2022 de l'OCDE sur les inégalités montrent que les personnes euh, d'un même pays sont souvent divisées au sujet de l'ampleur de ces inégalités et de ce qui devrait être fait pour relever ces défis. Et selon la Banque mondiale, plus de 40% de la population subsaharienne vit en dessous du seuil de pauvreté internationale de 1,90 dollars par jour. Ces disparités économiques exacerbent le besoin d'une éducation financière adaptée et accessible. Le deuxième défi est celui d'éducation et de la scolarisation. Les taux de scolarisation primaire en Afrique subsaharienne est d'environ 80%, mais il chute drastiquement pour l'enseignement secondaire et supérieur. Les enfants sont privés d'une éducation de qualité et seront plus tard confrontés à des obstacles qui sont considérables en matière d'accès à l'emploi et à l'accès à des revenus. Ils ont plus des risques de rencontrer des problèmes de santé, d'être exclus des décisions qui les concernent et seront donc moins à même de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur société. Le troisième défi est celui des marchés de travail informels. Aujourd'hui, environ 85% des emplois en Afrique sont informels, selon l'OIT. Et les travailleurs sont souvent privés de leur sécurité financière et des connaissances nécessaires pour naviguer de l'économie informelle vers l'économie formelle. Le travail dans l'économie informelle est souvent caractérisé par des lieux de travail petits, indéfinis, des conditions de travail qui sont peu sûres et malsaines, un faible niveau de compétences et de productivité, des rémunérations basses et irrégulières, mais aussi une longue durée de travail et l'absence à l'accès à l'information et au marché, et surtout une absence à l'accès aux services financiers, à la formation et à la technologie. Le dernier défi est celui de l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous devons admettre que l'inclusion financière reste encore faible, avec seulement environ 40% ou 55% d'adultes qui disposent d'un compte et 33% de ces comptes sont des comptes assimilés ou des comptes de mobile money. Alors, face à toutes ces réalités, à tous ces défis, il est impératif aujourd'hui de reconnaître que l'éducation financière n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle serait un outil qui permettrait aux populations africaines de prendre en main leur avenir économique et de réduire la pauvreté et de favoriser une croissance inclusive. Alors, je suis Rocky Abdul, consultant à Microsoft Consulting, et j'ai l'honneur d'être le modérateur du panel d'aujourd'hui. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter Microsoft Consulting pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, Microsoft Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en inclusion financière, économique et sociale. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que le gouvernement, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs des services tiers à travers l'Afrique
et l'Asie principalement. Alors, en Afrique, nous avons deux bureaux, un pour l'Afrique francophone, basé à Dakar, et un autre pour l'Afrique anglophone, à Nairobi. Alors, notre expertise se déploie sur trois grands axes. Nous avons l'assistance technique, la recherche qualitative et quantitative, et la formation à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation, et d'ailleurs qui fête ses 10 ans cette année. Alors, depuis plus de 25 ans, nous travaillons en partenariat avec les acteurs des écosystèmes financiers, économiques et sociaux pour améliorer leurs performances et dégager une valeur durable. Nous avons développé plus de 300 produits et canaux d'inclusion financière sur plus de 3500 projets gérés, dont 950 projets portant sur les services financiers digitaux. Alors, nous opérons aujourd'hui dans plusieurs secteurs, allant de la banque, les services financiers, les assurances, jusqu'à l'énergie et le climat, en passant par l'éducation, la jeunesse, le genre et l'agriculture. Next slide. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai le privilège d'être avec des experts d'éducation financière avec qui nous allons explorer en profondeur notre thématique de base qui est l'éducation financière à l'ère numérique, les défis et les opportunités. Nous avons des profils qui sont riches et diversifiés et provenant des différents pays. Je vais commencer par l'honneur le voudrait bien, Madame Espérance Sarraza. Elle est certifiée experte en finances digitales et agricoles par Frank Food of Finances, avec 13 ans d'expérience, dont 7 dans la gestion stratégique et opérationnelle d'institutions financières et 4 ans dans l'appui conseil aux institutions financières et 2 ans dans l'investissement social d'une banque commerciale. Elle est aussi formatrice en gouvernance et gestion des risques et formatrice aussi en éducation financière par la GIZ et Vision Fund Opportunity International. Actuellement, elle assure la gestion, la coordination et la mise en œuvre de l'ensemble des travaux, de programmes relevant de l'éducation financière et développement des entreprises au sein d'Equity BCDC en RDC. Madame Sarraza, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Rocky. La deuxième personne que je vais présenter, c'est M. Armel Alavo. Slide. Alors oui, Monsieur Armel Alavo est consultant en finance digitale et il est aussi spécialiste en inclusion et éducation financière avec plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs bancaires, financiers, avec 5 ans comme employé dans certaines banques et systèmes financiers décentralisés comme l'Ecobank, NCA Bank, Orabank, PADM et Alidé. Et il a aussi une passion pour la monétique et les paiements électroniques. Actuellement, il est gérant des CIF Group et il intervient sur des projets en inclusion et éducation financière avec un focus sur l'éducation financière formelle et informelle et digitale aussi avec Aflatoon International. Ahmed est aussi le promoteur de la Journée mondiale de l'éducation la Journée mondiale de l'épargne au Bénin depuis maintenant plus de 7 ans, de la Semaine nationale de l'éducation financière et du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'éducation financière des jeunes. Monsieur Alavo, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami Rocky. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter en dernier Dr. Aliou Diop, qui est expert financier senior, responsable de la cellule de suivi, évaluation et coordonnateur aussi du programme d'éducation financière à l'Observatoire de la qualité des services financiers au Sénégal. Il a avec lui un bagage de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans divers domaines comme les secteurs financiers, l'éducation financière, la formation, l'appui conseil aux TPE, aux PME.
Actuellement, il a eu à occuper antérieurement le poste de directeur de l'Observatoire économique à la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Dakar. Il est aussi économiste et financier au Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Et actuellement, il est aussi professeur associé dans plusieurs instituts et écoles de commerce de la place. Docteur Diop, bonjour et bienvenue. Monsieur Diop, vous êtes là, vous nous entendez? Bonjour, bonjour, monsieur le modérateur, je vous entends très bien, cher Abdul. Bonjour à tous les participants, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre panel d'aujourd'hui. Et pour commencer, je vais commencer avec monsieur Diop. Alors, pouvez-vous nous parler de votre structure et quelles sont les actions spécifiques que vous menez aujourd'hui en termes d'éducation financière? Merci encore, monsieur le modérateur, de nous avoir conviés à cette importante rencontre virtuelle, mais dont la problématique est l'éducation financière. L'Observatoire de la qualité des services financiers est un organisme qui a été créé depuis 2009. C'est la première expérience en matière d'observatoire au sein de la zone IOMA. Après, il y a eu la Côte d'Ivoire et tous les autres pays ou confrères qui ont quand même suivi le pas de l'observatoire. Donc, si on peut résumer la mission centrale de l'observatoire, ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la promotion de la culture financière des populations. Là, on va y revenir puisque c'est le sujet central de cette discussion. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est médiation financière. Je pense que souvent, il peut y avoir des difficultés entre les clients et les institutions financières. Et l'Observatoire a un mandat public pour assister, accompagner, encadrer tous les clients ayant des difficultés ou des complaintes avec leurs institutions financières respectives. Le dernier pilier, c'est le suivi de la conduite du marché. Souvent, il peut y avoir beaucoup de dysfonctionnements dans le comportement des acteurs financiers tels que les banques, les institutions de microfinance et les players, c'est-à-dire la dernière catégorie d'institutions financières, les émetteurs de monnaie. Et donc, l'Observatoire suit de très près la conduite de ces acteurs-là afin de pouvoir déceler les anomalies et apporter rapidement des actions correctives. Tout ça, bien sûr, avec un cadre de concertation que nous avons mis en place avec la Banque centrale, avec les autres acteurs de l'écosystème, en vue de pouvoir, en tout cas, trouver des solutions idoines qui peuvent permettre de concourir au renforcement de l'inclusion financière. Donc, mission centrale, promotion de l'inclusion financière, mais à travers 3 piliers, l'éducation financière, la médiation et la conduite, n'est-ce pas, la conduite du secteur financier à travers une observation des comportements. Nous avons eu à mener beaucoup d'actions, ça je pense que peut-être que c'est juste en passant, mais dans le domaine de l'éducation financière, nous sommes le lead en matière de mise en œuvre des actions d'éducation financière au Sénégal. Nous le faisons bien sûr avec toutes les institutions financières de la place, puisqu'il faut nécessairement une mutualisation de nos actions et de nos efforts pour pouvoir, en tout cas, avoir une meilleure articulation cohérente de notre cible qui est les segments les plus vulnérables. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Je comprends bien que l'éducation financière est un pilier important pour l'Observatoire de la qualité des services financiers au Sénégal. Mais aujourd'hui, je reste avec vous, Monsieur Diop. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'éducation financière. Mais de quoi s'agit-il concrètement et pourquoi est-ce qu'elle est importante? Alors, merci beaucoup, parce que bon, dans le cadre même de la formulation
de la politique sectorielle en matière d'éducation financière, l'Observatoire a finalisé le programme national d'éducation financière qui est dans sa phase même d'adoption auprès des plus hautes autorités. Alors, nous, on a fait un peu de benchmark parce que dans la définition de l'éducation financière, c'est une définition multidimensionnelle. Il y a la définition de l'AFI, l'Alliance pour la finance inclusive, il y a la définition de la BCAO, il y a la définition de l'OCDE, il y a la définition des autres acteurs. Non? Mais nous, on a voulu quand même tropicaliser une définition qui s'adapte un peu au contexte sénégalais. Et donc, à la lumière de toutes les définitions précédentes, nous, on a eu à retenir comme, en tout cas, définition propre au Sénégal de l'éducation financière, comme un processus par lequel les populations, les PME, le grand public acquièrent des connaissances, par tout moyen, mais des techniques en vue de pouvoir développer des compétences en matière financière. Mais l'aspect compétence n'est pas seulement suffisant, mais il faut également développer des attitudes qui favorisent un peu le bien-être économique. Parce que l'objectif, la finalité de l'éducation financière, en tout cas pour nous, c'est de pouvoir changer les comportements pour que ça puisse agir sur, en tout cas, le bien-être aussi bien financier qu'économique. Donc, c'est la définition officielle, processus par lequel les populations, de façon générale, acquièrent des connaissances par toute voie du moins, et en vue de pouvoir développer des compétences dans le domaine financier, mais également de pouvoir favoriser ce qu'on appelle le changement de comportement qui va agir non seulement sur le bien-être, mais la finalité, c'est de pouvoir agir sur l'inclusion financière. Merci beaucoup. Il faut savoir que l'enjeu ici, c'est, pour finir, l'enjeu, c'est de pouvoir, bien sûr, offrir à toute la population cible toutes les opportunités d'accès aux services financiers, mais également de pouvoir mieux appréhender la cartographie des risques. Alors, sur l'aspect inclusion financière, on voit qu'au Sénégal, on est passé d'un taux d'inclusion financière de 40% en 2013 à un taux d'inclusion actuel qui tourne autour de 85%, 84%. Alors, si la tendance haussière est analysée de plus près, on se rend compte qu'il y a une bonne partie de cette hausse de l'inclusion financière qui ressort du fait qu'il y a eu des efforts qui ont été menés par les acteurs pour pouvoir accroître, en tout cas, la culture financière des populations. Ce n'est pas suffisant pour nous, mais on va y revenir dans les défis, mais je pense qu'il y a une bonne part quand même qui a été jouée par, en tout cas, l'éducation financière de ces populations. Merci beaucoup, M. Diop, pour cette définition assez détaillée et claire. Alors, je me tourne vers M. Alavo. Déjà, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre structure et quelles sont les actions spécifiques que vous menez d'éducation financière? Merci beaucoup, cher ami Rocky. Alors, je remercie déjà Microsafe pour vraiment avoir donné nous avoir donné cette opportunité d'opiner sur une thématique qui constitue en fait notre quotidien. Alors, je suis gérant de CIF Group, Société d'inclusion financière. Nous avons été créés en 2013. On opère au Bénin depuis donc bientôt 10 ans. Alors, à la base, CIF Group avait été créé pour être un opérateur, un intermédiaire en opération de banque, donc un IOB, d'accord, qui est un acteur donc, réglementé par la Banque centrale. Mais disons qu'en 2013, quand on avait été créé, les conditions d'accès à l'agrément d'IOB n'étaient pas, c'était pas totalement clair, d'accord. Et donc, le seul d'ailleurs qui avait été agréé dans le temps, je crois que c'était au Sénégal, c'était Sef Manko qui avait été agréé, le seul IOB qui avait été agréé en 2013. Et donc, très tôt, on s'est rendu compte que cette position dans l'écosystème n'était pas la meilleure, notamment pour contribuer au renforcement de l'inclusion financière, en fait, de notre analyse. Et ce qui nous a permis déjà très tôt d'aborder les questions liées à la monétique,
Et donc, on a travaillé en tant que représentant de BIT-Tech. Et donc, disons, on a travaillé beaucoup plus avec le GIM et moi, mais pas le truchement de BIT-Tech qui était donc le représentant Afrique de l'Ouest, j'allais dire, de Ingenico, donc TPE Ingenico. Et donc, on avait travaillé sur la marque Ingenico. On avait travaillé sur les déploiements des TPE au niveau donc, des commerçants pour le compte des banques du Bénin. Je crois que vers la fin de 2014, début 2015, le partenariat a changé. Et ce n'est qu'en ce moment véritablement que nous avons décidé de nous repositionner sur l'écosystème, sur le marché. Et donc, ce repositionnement nous a amené à identifier en fait, pour le compte de l'inclusion financière, des besoins et des cibles à adresser. Et ce qui nous a amené à établir, donc, à élaborer, j'allais dire, un plan d'action depuis 2015, fin 2015, début 2016. Ce plan d'action nous a amené à développer un certain nombre d'activités, amené un certain nombre d'actions à l'endroit des populations et à l'endroit des prestataires de services financiers, donc des acteurs de l'écosystème de façon générale. Ce qui nous a amené déjà en 2017 pour l'une des premières actions à organiser la Semaine mondiale de l'argent, la Journée mondiale de l'épargne, je dirais en 2018, la Semaine mondiale de l'argent, la Journée mondiale de l'épargne. Et donc, ce sont des activités orientées éducation financière des populations, avec pour finalité, bien sûr, l'inclusion financière, parce que quand nous utilisons l'éducation financière comme une arme, la finalité, c'est de pouvoir atteindre des objectifs d'inclusion financière. C'est de pouvoir amener les populations à pouvoir accéder de façon durable et à pouvoir utiliser de façon responsable les services financiers. Et donc, on l'a fait, on a commencé depuis 2018 avec ces différentes initiatives. Et sans oublier que nous sommes de temps en temps sollicités par les institutions financières pour notamment former les populations sur les questions liées à l'éducation financière, notamment les sujets classiques d'épargne, de dépenses, de budget, etc., etc. En 2020, nous avons réfléchi à une approche. L'approche, en fait, chez nous, c'est de pouvoir proposer des projets ou des initiatives pour chaque cible. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on a proposé aux jeunes, qu'on va proposer aux adultes, qu'on va proposer aux adolescents, qu'on va proposer aux enfants, qu'on va proposer aux exploitants agricoles, aux artisans. Chaque cible identifiée doit pouvoir être adressée de façon spécifique. Et c'est pour ça justement que nous avons épousé la stratégie régionale d'inclusion financière qui, pour le compte de l'UEMOA, bien sûr, qui a précisé les cibles qui doivent être adressées dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. Et déjà, nous, on y avait déjà réfléchi. Et ça nous a permis effectivement, donc en 2020, de pouvoir élaborer une concept note pour adresser les besoins des jeunes en milieu scolaire, notamment des jeunes bacheliers étudiants, sur les questions liées à l'inclusion financière. Donc, ça nous a amené à créer un salon sur l'orientation professionnelle et l'inclusion financière des jeunes et donc à renforcer un peu notre dispositif de promotion de l'éducation financière pour le renforcement de l'inclusion financière. Nous avons également, depuis 2021, étant partenaire de la plateforme internationale numéro 1 mondiale en éducation sociale et financière, nous avons signé un partenariat. Disons que c'est un partenariat qui existe depuis 2018. Mais en 2021, on a décidé donc de conduire un projet ensemble, un projet qui a été financé par la Loterie nationale des Pays-Bas, un projet sur l'autonomisation des adolescents et adolescentes, donc qui s'appuie sur des compétences financières, des compétences numériques, des compétences entrepreneuriales et des compétences de vie. Et donc, disons que de façon globale, nous sommes positionnés dans l'écosystème pour adresser tous les besoins, d'accord, qui touchent à l'éducation financière des populations. Nous avons des projets orientés vers les femmes. C'est vrai, on n'a pas encore déployé. Des projets orientés vers les femmes. Nous avons des projets orientés vers les enfants. Nous avons également des projets orientés vers les exploitants agricoles, notamment les petits exploitants agricoles. Et tout ça, aujourd'hui, ça fait partie donc du dispositif qui a été mis en place pour renforcer l'inclusion financière. Merci beaucoup, monsieur Alava. Alors, si vous me permettez, Allez-y, allez-y. je voudrais très rapidement
compléter l'intervention de mon cher ami et grand frère Aliou par rapport donc à ce que nous devons retenir de l'éducation financière, pour dire que pour moi, vraiment, l'éducation financière devrait être définie en se référant vraiment à une série donc d'attributs qu'une personne devrait systématiquement avoir, notamment les connaissances, notamment les aptitudes, notamment les attitudes et notamment les comportements. Je crois qu'il a déjà dit, mais j'ai voulu quand même donner un peu plus de précision sur ces différents éléments. Et donc, si une personne arrive à détenir vraiment ces 4 éléments, notamment la connaissance, la compétence, les attitudes, et impacter définitivement son comportement en termes donc de série continue d'actions à mener, je pense que voilà, on peut définir l'éducation financière de cette façon. Et il faut aussi que je précise que l'éducation financière est un apprentissage. Il ne s'agit pas de dire, bon, aujourd'hui, je suis déjà éduqué financièrement, il n'y a plus rien à faire pour moi, bon, moi, je suis déjà très bon. Non, l'éducation financière, c'est un apprentissage. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, vous devez pouvoir apprendre. C'est la répétition, voilà, régulière, qui doit pouvoir nous permettre de garder, de maintenir cette connaissance et de pouvoir l'exploiter pour notre bien-être. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Alavo, pour ces détails et ces spécifications très importantes en termes de vos interventions dans l'écosystème de l'éducation financière, mais aussi ces caractéristiques de l'éducation financière. Mais, Monsieur Alavo, si je dois continuer avec vous aujourd'hui, on entend beaucoup parler du programme d'éducation financière, mais quels sont les éléments clés d'un programme dit d'éducation financière efficace? Et j'ai entendu dans vos interventions parler des spécificités genre jeune, mais quelles sont les spécificités réelles qu'on doit prendre en compte quand on parle d'un programme d'éducation financière? Déjà, merci beaucoup. Alors, moi, je pense que pour élaborer et réussir un programme d'éducation financière, il faudra s'appuyer sur 6 éléments. 6 éléments. Pour moi, c'est discutable, hein, mais 6 éléments fondamentaux. Il faut déjà qu'on puisse faire un état des lieux. D'accord? L'état des lieux nous permet donc de voir en fait le niveau de connaissance en éducation financière des populations. D'accord? Ça nous permet de voir les initiatives d'éducation financière existantes. Ça nous permet également de voir quel a été l'impact jusque-là. Et en termes de personnes ayant des compétences pour former, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faudra décliner la stratégie. Décliner la stratégie, cela suppose que nous avons un objectif global, nous avons des objectifs spécifiques, nous avons donc des domaines prioritaires dans lesquels nous voulons intervenir, nous avons des cibles prioritaires, donc des publics cibles prioritaires que nous voulons, dont nous voulons adresser les besoins, et nous avons des canaux que nous voulons exploiter donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Sachant que, de façon générale, la diffusion de l'éducation financière, quels que soient les programmes que nous avons, se fait généralement suivant 2 approches. L'approche par la formation et l'approche par la communication. Donc, pour dire que, quelles que soient les actions qu'on aura à mener, on doit pouvoir se positionner au niveau de ces 2 types d'approches. L'approche par la formation et l'approche par la communication. Et le troisième, disons, le troisième principe, j'allais dire le troisième élément, je vais parler du matériel. Le matériel, cela suppose quels sont les messages clés que nous voulons faire passer. Quel est ce curriculum ou quels sont ces curricula que nous voulons passer? Et pouvoir donc faire une formation des formateurs. Donc, de quel matériel nous disposons pour pouvoir faire passer le message? Ça, c'est le troisième élément. Et le 4e élément, il faut l'engagement des parties prenantes. L'engagement de toutes les parties prenantes, que ce soit des acteurs, des parties prenantes côté public, que ce soit des parties prenantes côté privé, que ce soit des parties prenantes PTF, nationaux, internationaux, que ce soit l'expertise, le développement d'expertise locale, il faut pouvoir engager toutes les parties prenantes. C'est important.
Et cinquième action, il faut un dispositif de mise en œuvre de ce programme, y compris le rôle que chaque acteur va jouer. Il faut décliner un dispositif de mise en œuvre pour dire, voilà, nous voulons former de telle façon, nous voulons agir de telle façon. Après, on doit demander des comptes à telle personne. On doit pouvoir associer le compte de tel autre à tel autre. Et donc, un dispositif va être décliné pour la mise en œuvre. Et le dernier point, il faut pouvoir faire le suivi et l'évaluation. Le suivi et après l'évaluation. Pour voir qu'est-ce que nous avons pu faire jusque-là. Quels ont été les résultats? Quels ont été c'était quoi? C'est quoi l'impact? Comment on peut mesurer ça? On fait un bilan à mi-parcours, d'accord? Et après, on fait un bilan en fin de programme, si on entend le programme à une période sur 5 ans peut-être. On fait un bilan à mi-parcours pour dire peut-être à la fin de la deuxième année ou au début de la troisième année. Et après, si c'est un programme de 5 ans, donc à la fin du programme, donc après les 5 ans, on fait également un bilan pour voir en fait qu'est-ce que cela a pu contribuer à faire au niveau donc, des populations. Donc pour moi, pour réussir un programme d'éducation financière, voici en quelque sorte les 6 éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour être sûr de pouvoir bien implémenter. Merci bien. Merci, M. Alavo. Mais si on doit parler aujourd'hui des spécificités à prendre en compte en termes des segments, en termes de zones, en termes de population, quelles sont-elles dans un programme qui s'est dit être efficace? Alors, bon, moi je dis souvent, vous savez, nous avons, ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest que nous avons une stratégie régionale d'inclusion financière. Nous avons des stratégies régionales d'inclusion financière, des stratégies nationales d'inclusion financière dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde. Et vous allez constater que au niveau de ces stratégies nationales ou régionales d'inclusion financière, il y a déjà des cibles qui sont identifiées. Et pour la plupart du temps, vous allez constater qu'un programme national ou un programme régional d'éducation financière émane toujours d'une stratégie régionale ou nationale d'inclusion financière. Soit c'est un axe prioritaire, un axe stratégique qui est en fin de compte décliné en programme ou en stratégie nationale d'éducation financière. Pour dire que, pour moi aujourd'hui, quelle que soit la zone, la région dans laquelle nous nous situons, les stratégies nationales d'inclusion financière ou les stratégies régionales d'inclusion financière constituent la Bible de l'inclusion financière. Pour dire que tout est contenu dans ces stratégies. Je veux dire quoi? Je veux dire que si nous voulons nous appuyer aujourd'hui sur des cibles au niveau donc, du programme, des programmes nationaux ou régionaux d'éducation financière, c'est que systématiquement, nous nous appuyons sur les cibles de la stratégie nationale ou régionale d'inclusion financière. Alors, quand je prends le cas spécifique du Bénin, par exemple, je vais dire de l'Afrique de l'Ouest, c'est le cas que nous maîtrisons le mieux, même s'il y a quand même quelques points de ressemblance avec d'autres stratégies qu'on connaît aussi. Aujourd'hui, il faut pouvoir définir clairement les actions à mener à l'endroit des jeunes. Parce que comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas tel que nous allons adresser les besoins en éducation financière des enfants que nous allons adresser les besoins en éducation financière des jeunes. Les deux ayant deux approches d'intervention différentes. Ça veut dire qu'il faut développer des contenus à l'endroit des enfants, développer des contenus à l'endroit des jeunes, développer des contenus spécifiques à l'endroit des femmes. Parce que ce n'est pas tel qu'on aborde les questions financières avec les femmes qu'on aborde les questions financières avec les hommes. Donc, développer des contenus à l'endroit des femmes, développer des contenus à l'endroit des exploitants, des petits exploitants agricoles, développer des contenus à l'endroit des personnes vivant dans les zones rurales, d'accord, qui ont leurs pratiques, qui ont leur façon de penser, de réfléchir, développer des contenus vis-à-vis des populations exclues qui n'ont jamais entendu parler de services financiers. C'est totalement différent. Aujourd'hui, je vais ajouter pour dire, c'est vrai, il y a la cible des micro, petites et moyennes entreprises qu'il faudra ajouter parce qu'il y a également des entrepreneurs qui ont besoin d'avoir des notions en éducation financière et ça va distinguer donc les revenus de l'entreprise de celles de la famille ou de leurs propres revenus. Mais après, je dis, il faut également voir des possibilités de développer des contenus à l'endroit des handicapés. C'est des cibles qui sont très peu adressées aujourd'hui. Les handicapés, d'accord? Parce que ce n'est pas le même format. D'abord, l'environnement est totalement différent.
Ce n'est pas tel que je peux me retrouver avec un jeune échanger des questions financières que je peux retrouver avec un handicapé échanger. Donc, il faut développer des contenus spécifiques à la cible des handicapés. D'accord? Et si possible, même, développer des cibles à l'endroit des réfugiés, des migrants. C'est des choses auxquelles nous devons penser. Parce que justement, c'est vrai que quand on rentre dans les détails, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des modules, disons, transversaux et tout? Oui, il y a des modules transversaux. Mais après, il y a des spécificités dont il faut tenir compte en fonction de la cible que nous avons en face de nous. Donc, je l'ai dit pour dire que voilà un peu les publics cibles que nous devons identifier quand il s'agit donc d'élaborer, de réussir un programme national ou régional d'éducation financière. Mais encore faudrait-il qu'au niveau de chaque cible, nous sachions la méthodologie à adopter, l'approche à utiliser, notamment en termes de communication, notamment en termes de formation. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus haut, que la diffusion de l'éducation financière passe par deux approches. L'approche par la formation et l'approche par la communication. Et donc, il faudra, en fonction de la cible que nous avons en face de nous, pouvoir choisir l'approche qui convient donc à cette cible-là et pouvoir réussir donc cette diffusion d'éducation financière. Merci. Merci beaucoup, M. Alavo, pour ces détails. Alors, Madame Saraza, je ne vous ai pas oublié, je me tourne vers vous. Euh, Juste pour commencer, vous pouvez aussi nous parler de votre structure et les actions spécifiques que vous menez en éducation financière, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Rocky. Surtout, merci à Microsoft pour l'invitation à participer à ces panels que je sens déjà riches. J'ai suivi M. Armel, M. Ali Diop, et je sens qu'à la fin, on sera vraiment encore riche des connaissances. Alors, Equity BCDC, c'est une filiale du groupe Equity Holding qui existe en RDC depuis 1909. Donc, on a plus d'un siècle d'existence. On est la banque la plus inclusive en RDC et cela, on peut les remarquer déjà à travers le nombre d'agences que nous avons. Plus de 70 agences, nous avons plus de 200 distributeurs automatiques d'argent. Nous avons plus de 20 000 agents bancaires, sans compter le nombre de clients. Donc, on est la banque avec le plus grand nombre de clients, plus de 2 millions de clients. Nous avons une gamme de produits variés qui touchent la cible des MPME, mais aussi des corporates. Alors, pour toucher le social, nous avons toute une direction, normalement, qui est l'équivalent de la fondation. Et cette direction, c'est la direction investissement social qui intervient à travers 6 départements. Les 6 départements, nous avons l'éducation et le leadership. Nous avons, déjà avec l'éducation et le leadership, vous allez comprendre avec ce que M. Armel vient de nous présenter, que notre cible, ce sont des jeunes écoliers, tout comme des jeunes professionnels. Nous avons la protection sociale avec un accent particulier sur les réfugiés, les déplacés de guerre. Nous avons la santé avec toute la population. Nous avons l'énergie et l'environnement aussi avec toute la population. Et là, nous intervenons beaucoup plus avec un accent sur les énergies renouvelables et tous les autres produits en lien avec l'environnement. Nous avons l'agriculture et l'alimentation avec une cible composée des petits exploitants agricoles. Et nous avons l'inclusion financière et le développement d'entreprises que je représente. Et donc, ces derniers piliers que je viens de citer, développement d'entreprises, inclusion financière, est la porte d'entrée pour les bénéficiaires de tous les autres piliers, donc les 5 piliers que j'ai cités. Jusque-là, la direction existe en RDC depuis 2021. Nous avons plusieurs actions, nous avons plusieurs partenariats. Je pense que je ne saurais pas citer le tous, mais si je dois aller dans un passé très récent, nous avons eu un programme que nous avons appelé programme d'incubation, mais l'objectif, c'était de former, de sensibiliser plus de 50 000 jeunes femmes agriculteurs dans quelques provinces de la RDC. Demain, nous allons clôturer un projet que nous avons
menés depuis quelques années. Et ces projets, donc Financial Inclusion through Agency Banking, nous a permis de former plusieurs femmes. Et là, c'est dans 18 provinces de la RDC. Je rappelle, la RDC est trop grande avec 26 provinces. Et avec ce projet, nous avons pu intervenir dans 26 provinces avec plus ou moins 16 000 personnes qui ont été formées avec la méthode classique face à face et plus de 8 millions de personnes que nous avons atteints grâce au, au canal radio. Donc, c'est ça, les quelques interventions que je peux citer rapidement par rapport à ce que Equity BCDC est en train de faire en RDC en matière d'éducation financière. Merci beaucoup, Madame Sarrazin. Mais je continue avec vous. Je comprends bien ces activités aussi intéressantes, mais aujourd'hui, si on doit parler de l'implémentation, comment est-ce que comment sont implémentés les programmes d'éducation nationale, d'éducation financière, pardon, dans votre pays, dans votre région? Est-ce que c'est un programme qui est national ou il y a des initiatives qui sont dispersées? Voilà, merci. Peut-être avant de répondre à cette question, je vais juste rappeler ou informer à d'autres qu'il n'y a pas longtemps, c'est seulement depuis juillet de l'année passée, que la RDC s'est dotée d'une stratégie nationale d'intelligence financière. Pendant longtemps, la RDC était orientée, l'inclusion financière était orientée par MAP, Making Access, qui je pense qu'on doit connaître, qui est une initiative des UNCDF avec le PNIT. Et c'est seulement depuis juillet de l'année passée que la RDC s'est dotée d'une stratégie nationale. Et l'un des objectifs stratégiques de cette stratégie, c'est l'éducation financière et la protection sociale. C'est les 4e objectifs. C'est là, la matérialisation va se réaliser grâce au Programme national d'éducation financière, PNEF, qui existe déjà en RDC depuis 2016. Le programme avait été développé grâce à l'initiative de la Banque centrale qui était accompagnée par la coopération technique allemande. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration de ces programmes nationaux d'éducation financière qui aujourd'hui a 5 axes prioritaires. Donc, nous avons l'intégration de l'éducation financière dans le programme scolaire, la formation des formateurs et des multiplicateurs comme 2e axe. 3e axe, c'est la campagne multimédia et qui doit se faire nécessaire beaucoup plus par la radio. Nous avons aussi le développement et la diffusion d'une boîte à outils qui était prévue comme 4e axe. Et enfin, comme M. Armel l'a dit aussi, ce sont des événements périodiques qui permettent de promouvoir l'éducation financière. Donc, on le sait, chaque année, nous avons la Journée internationale de l'épargne, nous avons la Semaine mondiale de l'argent et en RDC, nous avons le Forum d'accès au financement. Donc, on profite toujours de ces événements pour faire la promotion de l'éducation financière. Et donc, ces programmes nationaux existent, mais pas encore adoptés par l'Assemblée nationale. Du coup, il existe aussi d'autres initiatives dispersées qui viennent de certaines institutions financières, de certains PTF, et voilà, de toute structure qui est intéressée à l'éducation financière. Merci beaucoup, Madame Sarrazin. Alors, je comprends bien que oui, la stratégie existe, mais elle est encore récente. Mais je me tourne rapidement vers Monsieur Diop. Qu'en est-il du Sénégal? Merci, monsieur le modérateur. Alors, pour le Sénégal, il faut souligner que nous venons de finaliser le document de stratégie nationale d'éducation financière. C'est un document qui a été finalisé avec l'implication de tous les acteurs et les parties prenantes telles que les institutions financières, la Banque centrale, les associations de consommateurs, l'État dans sa diversité avec l'éducation nationale
avec également le ministère du Commerce et des PME, le ministère de la Culture, le ministère également de l'Enseignement supérieur. Bref, on a eu quand même la participation de toutes les parties prenantes pour, en tout cas, une bonne stratégie nationale d'éducation financière. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avions déjà fini d'avoir une stratégie nationale d'inclusion financière. Et donc, la stratégie d'éducation financière qui vient d'être finalisée est articulée sur cette politique d'inclusion financière, parce que c'est les mêmes cibles, le monde rural, c'est le secteur informel, c'est également les jeunes, c'est également les femmes, c'est également les segments les plus vulnérables, hein, les retraités, etc. Et si on fait un petit résumé par rapport à ce programme national d'éducation financière, PNEF, Sénégal, l'horizon qui est visé, c'est sur la période 2024-2028. Je rejoins un peu Armel, hein, parce que nous sommes dans cette phase quinquennale avec, bien sûr, des revues à mi-parcours. Et moi, j'ai l'honneur de coordonner tous les travaux liés à l'élaboration de ce programme d'éducation financière qui s'articule autour de 3 volets. Le premier volet, c'est la composante jeune et également tous les élèves, hein, on va dire tous les étudiants, mais également les apprenants. Parce qu'on a la particularité au Sénégal d'avoir des élèves qui ne sont pas dans l'enseignement classique, hein, ce qu'on appelle ici les apprenants des Dara. Les Dara, bon, si je fais un peu la traduction, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas, l'enseignement religieux, l'enseignement religieux de façon générale, qui ne sont pas dans l'école classique, mais qui ont quand même besoin de l'éducation financière au plus jeune âge. Donc, première composante, renforcement de l'éducation financière pour les élèves, les jeunes de façon plus générale. La deuxième composante de ce programme, c'est de faire en sorte que les populations qui sont en dehors de l'école, c'est-à-dire qui sont en décrochage, ceux qui sont dans le secteur informel, puissent avoir également un renforcement de leur culture financière. Comme toutes les économies de l'Afrique de l'Ouest, hein, le Sénégal a la particularité également d'avoir une économie qui repose sur de l'informel avec plus de 90% qui sont issus de ce secteur-là. Et donc, la pertinence de pouvoir cibler cette composante, c'est de pouvoir, en tout cas, avoir le maximum d'impact, hein, sur, en tout cas, les outils qui seront utilisés. Le troisième et dernier volet, c'est l'éducation financière des petites et moyennes entreprises, parce que c'est une composante également essentielle de nos économies. Plus de 95% en tout cas des paiements composent un peu l'économie du Sénégal. Et donc, la pertinence, c'était un peu de renforcer leurs compétences sur la gestion financière, sur la gestion comptable, sur les opportunités de se formaliser, parce que souvent, la difficulté de nos PME, c'est souvent de ne pas, en tout cas, avoir toutes les informations ou en tout cas toutes les opportunités qui leur sont offertes en matière de formalisation juridique et administrative. Et donc, ce programme national vise aussi bien les élèves, les petites et moyennes entreprises et toutes ces populations en décrochage scolaire. Et j'y ajoute même la diaspora, parce que souvent dans nos programmes, on ne vise pas la diaspora. Et la diaspora constitue également une cible extrêmement importante. Ça peut être même une source de mobilisation, n'est-ce pas, des ressources, n'est-ce pas, pour le financement de nos économies. Et dans notre programme, nous avons eu quand même le réflexe en tout cas, d'enrôler cette cible qui est extrêmement importante. Alors, le PNF est déjà élaboré, mais il faut savoir qu'avant le PNF, il y avait d'autres initiatives, hein, qui ont eu à être présentes, hein, telles que le programme sectoriel de l'Observatoire de la qualité des services financiers, le programme de la direction de la microfinance, les programmes sectoriels des institutions financières. Et tous ces programmes-là, la difficulté qu'on avait, c'est que la portée de ces initiatives restait insuffisante devant l'ampleur liée à la problématique de l'accès et de l'utilisation des services financiers. Et donc, ces initiatives, on a bien compris que c'était des initiatives à mettre à l'échelle. Et c'est la raison d'être quand même de ce programme national pour permettre d'apporter
en tout cas des réponses appropriées et durables aux besoins prégnants des groupes cibles. Alors, les constats qu'on a eu à faire hein, dans le cadre des initiatives sectorielles, c'est qu'il y avait beaucoup de doublons. C'est-à-dire, avant d'élaborer le programme actuel, on a senti qu'il y avait beaucoup de doublons qui existaient entre les interventions. Et ça, c'est la dispersion des initiatives qui ne rendaient pas efficaces, en tout cas, nos interventions. La deuxième contrainte qui était déjà décelée dans les programmes sectoriels précédents, c'est qu'il n'y avait pas d'études d'impact. Hein. Donc, souvent, bon, on déroule les programmes et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une difficulté de faire des revues à mi-parcours pour voir les actions correctives, de voir également est-ce qu'il y a un impact réel sur, en tout cas, les populations cibles. Parce qu'un programme d'éducation financière sans réellement un impact, je pense que c'est du gâchis. Et donc, on a compris qu'il fallait vraiment travailler sur les outils d'impact. Et c'est la raison pour laquelle le présent programme insiste beaucoup sur l'évaluation à mi-parcours, mais également les impacts que le programme pourra avoir sur notamment les cibles et la finalité de l'inclusion financière et sociale. Donc voilà, ce programme qui est très ambitieux, autour de 12 milliards, avec bien sûr une prédominance des actions se rapportant à l'éducation financière de base. Bien sûr, depuis l'élaboration de ce programme, nous sommes pour parler avec des bailleurs pour pouvoir, en tout cas, mobiliser des fonds pour pouvoir démarrer, en tout cas, la phase opérationnelle, parce qu'on y est dans la phase opérationnelle 2024 jusqu'à 2028. Merci beaucoup, Dr Diop. Alors, je reste avec vous. Je comprends déjà qui est ces programmes dans les différentes régions. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les populations en matière d'accès à l'éducation financière dans votre pays? Oui, les défis, il y en a. Hein. Il y a bon, le diagnostic qui est ressorti de l'observation ou de l'analyse des freins liés à l'éducation financière montre que souvent il peut y avoir des difficultés entre l'adéquation entre ce qu'on propose dans le programme et les besoins des acteurs. Ça, souvent, c'est si on ne fait pas une évaluation ex ante des besoins, il va y avoir des difficultés pour, en tout cas, avoir un bon programme d'éducation financière. Et donc, c'est le premier défi, faire en sorte que ce programme puisse être adapté aux besoins des acteurs. Et nous, on a eu quand même le privilège de pouvoir, en tout cas, conduire beaucoup d'enquêtes de perception, mais également d'enquêtes qui permettent de pouvoir situer, en tout cas, les besoins de ces acteurs-là, qui sont des besoins un peu hétérogènes, hein, parce que les besoins de l'informel sont totalement différents des besoins, n'est-ce pas, des enfants qui sont à l'école déjà. C'est différent également des besoins des petites et moyennes entreprises qui tournent autour de tout ce qui est accès au financement, accès également aux ressources longues, etc. Et donc, c'est le premier défi. Le deuxième défi qui est là, c'est la diversification des canaux de dissémination de l'éducation financière. Parce qu'on a compris que si on va aller à l'échelle, il faut plus, n'est-ce pas, rester sur le volet formation. Et je suis d'accord avec Armel que c'est la formation, mais également, il y a d'autres aspects. Il y a l'apprentissage, il y a les attitudes également. Et donc, la formation, pour nous, ne suffit plus, n'est-ce pas, pour, en tout cas, avoir un bon programme d'éducation financière. Et c'est la raison pour laquelle nous avions privilégié dans l'approche actuelle une approche innovante hein, pour, en tout cas, enrôler le maximum de cibles possibles à travers les canaux innovants, les canaux numériques. Nous avons même initié ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation avec les opérateurs numériques hein, pour pouvoir, en tout cas, atteindre le maximum de cibles. Il faut mettre à profit donc les nouvelles technologies, notamment le mobile money, hein, pour pouvoir vulgariser les messages d'éducation financière. Le dernier peut-être élément qui est important également, c'est quelle est la meilleure approche comme défi pour intégrer l'éducation financière dans les programmes éducatifs. Et ça, nous avions commencé avec
une ONG, Aflatoon, qui nous accompagne dans l'intégration, en tout cas de l'éducation financière dans les programmes éducatifs, pour que les jeunes puissent, en tout cas, commencer à connaître les rudiments de la finance responsable. Et ça, bon, c'est de façon graduelle, hein, parce que les besoins d'éducation financière du cycle primaire sont totalement différents de ceux quand même qui sont au cycle secondaire et de même ceux qui sont au cycle universitaire. Et donc ici, l'objectif, c'est de pouvoir, en tout cas, avoir des programmes graduels adaptés à chaque segment quand même de cette population éducative. Et le dernier défi pour nous, c'est de faire en sorte que ces programmes-là puissent être des programmes qui vont faire adhérer beaucoup de parties prenantes. C'est important parce que l'Observatoire ne peut pas tout faire, les associations de consommateurs ne peuvent pas tout faire, donc il faut vraiment des synergies d'action, et j'ai bien compris le message d'Armel pour au moins faire en sorte que ce programme-là puisse être un programme inclusif pour, en tout cas, une finalité. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Oui, je vais me tourner vers Monsieur Alavo en parlant des défis aujourd'hui. Quels seraient maintenant les défis euh, auxquels sont confrontées les institutions qui développent les programmes d'éducation financière? Parce que là, le docteur Diop nous a parlé beaucoup plus des défis en termes de population, des défis que rencontrent les populations en termes d'accès à l'éducation financière. Euh, Merci beaucoup, cher ami Rocky. Je pense que, quelle que soit la position dans laquelle vous vous retrouvez, c'est que soit vous êtes dans la position d'offreur, d'accord, de la connaissance, soit vous êtes dans la position de, voilà, d'utilisateur ou d'accepteur, d'accord, donc de cette connaissance-là. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mon grand frère Ali, qui a présenté les défis donc, auxquels sont présentés. Je pense que il a parlé de façon globale des défis auxquels tous les acteurs sont confrontés, notamment les fournisseurs de services, notamment les acteurs qui développent des contenus et les populations. Je vais juste revenir sur quelques petits éléments pour renchérir un peu ce qu'il a dit. Oui, il y a principalement la question de l'analphabétisme, d'accord, financier, qui est une contrainte majeure. Une contrainte majeure en ce sens que un grand nombre d'Africains manquent de connaissances de base en matière financière, ce qui limite leur capacité donc à prendre des décisions éclairées concernant donc leur argent et donc à pouvoir accéder à des notions qui sont généralement diffusées en français pour la plupart, dans des langues qu'ils ne comprennent pas toujours. Et donc, derrière ça, il y a un autre défi qui naît, c'est le défi donc c'est la barrière linguistique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que justement, tout le monde n'arrive pas, disons, à parler le même langage. D'accord? Tout le monde n'arrive pas à parler le même langage. Vous parlez un langage que moi, je ne comprends pas. Vous passez un message que moi, je ne comprends pas parce que je ne comprends pas ce de quoi vous parlez. Donc, il est question que, comme je l'avais dit lors de ma première prise de parole, il est important que nous réfléchissions sur chaque cible que nous avons en face de nous, en tant que développeur donc, de solutions ou de contenu en éducation financière. Quel est le message que je veux faire passer à cette cible et comment je fais passer ce message-là? Évidemment, il y a beaucoup de contraintes liées à cette décision que je prends de faire passer des messages avec cette cible. Vous voyez, je dis par exemple que je veux diffuser des contenus en éducation financière à des handicapés visuels ou moteurs. Vous comprenez déjà tout de suite que j'ai des défis qui sont devant moi, sont en face de moi. Il faut que je les apprécie, que je les analyse et qu'en fonction des priorités que je me suis fixées, que je puisse aller chercher en fait les solutions qu'il faut. Donc, c'est capital
c'est capital donc de traiter les cibles en fonction de leur spécificité. Il y a également ce problème de manque d'éducation formelle, d'accord? Il y a ce problème de manque d'éducation formelle parce que justement, on est très peu à aller dans l'enseignement classique. Et donc, on est très peu à comprendre hein, la langue, je veux dire, usuellement utilisée, je veux dire la langue française. Alors qu'aujourd'hui, pour la plupart des contenus sont développés en français. Donc, il est aujourd'hui question de pouvoir développer des contenus en langue locale. D'accord? En même temps, je profite pour vous donner des portes de sortie, hein, des contenus en langue locale. C'est vrai que ça se fait déjà, mais il faut qu'on puisse amplifier ça. Et comme je l'ai dit, non seulement il faut l'amplifier, il faut les amplifier, mais il faut également que ça devienne une action répétitive. Parce qu'il ne suffit pas de le faire une seule fois, de le faire 2 fois pour penser que l'objectif est atteint. C'est pour ça justement que quand tout à l'heure, M. Diop parlait d'un budget de 12 milliards, bon, j'ai souri un peu parce que je suis convaincu que avant qu'on arrive à ce budget de 12 milliards, il faut aller voir le contenu sur lequel ils ont travaillé. Après, il y a la question de la technologie. Il y a la question de la technologie. Il a abordé en dernière position la question de la technologie. Aujourd'hui, on veut pouvoir utiliser des canaux digitaux, des canaux numériques pour passer des messages en éducation financière. Combien de populations disposent de l'infrastructure? On a un problème d'infrastructure. Le téléphone portable, c'est l'infrastructure. Alors, même si on suppose aujourd'hui que, oui, voilà, on veut utiliser des téléphones basiques, d'accord? Combien de personnes peuvent lire des messages sur un téléphone basique? Évidemment, aujourd'hui, il y a des expériences qui ont été faites, hein, ou même des messages vocaux peuvent être envoyés sur des téléphones basiques en langue, mais ce n'est pas des choses qui ont été amplifiées, ce n'est pas des choses qui ont été, voilà, qui ont été fortement développées. Il faudra encourager tout ça pour que vraiment les populations puissent accéder au contenu. Alors, pour les contenus qui sont développés à travers des applications mobiles, il faut systématiquement que les populations puissent avoir à portée de main un téléphone Android, un premier élément. Deuxième élément, il faut qu'ils disposent également de la connexion Internet pour pouvoir accéder au contenu. Et donc, il y a toutes ces contraintes-là qu'en tant que développeur de contenu en éducation financière, notamment pour atteindre des objectifs de façon beaucoup plus optimale, on doit pouvoir y réfléchir très sérieusement. Et donc, je pense que, pour ma part, nous avons des initiatives qui se développent ça et là, d'accord? Il est important que tout pays qui veut vraiment impacter sa population sur les questions d'éducation financière puisse élaborer un programme national d'éducation financière. Je pense que c'est ce document-là qui permet donc de répertorier tout ce qui se fait, qui permet de réorganiser en fait tout ce qui se fait. Mon cher ami Ali l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives qui existent ça et là, et il a fallu maintenant qu'on initie donc le programme national d'éducation financière pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de doublons. C'est ce qui se fait aussi dans presque tous les pays. Ce n'est pas seulement le Sénégal, dans presque tous les pays. Vous allez voir un projet de développement qui vient avec une initiative d'éducation financière et un autre projet de développement vient après avec une initiative d'éducation financière et vient avec son programme spécifique d'éducation financière. Après, vous vous retrouvez avec peut-être 5 différents projets qui ont en leur sein des programmes d'éducation financière. Et quand vous croisez maintenant ces différents programmes d'éducation financière, vous vous rendez compte en réalité que c'est à quelques différences près. C'est à quelques différences près. C'est vrai qu'après, il y a que, en fonction de la cible, comme je l'ai dit, il y a parfois quelques spécificités. Quand je prends le monde agricole, par exemple, il y a peut-être quelques spécificités liées aux cultures, donc aux spéculations, que ce soit le soja, le riz, le maïs, etc. D'accord? Si c'est par rapport aux artisans maintenant, il y a cette façon-là de... Donc, il y a peut-être quelques spécificités. Et moi, je pense que dès lors qu'il y a un programme national d'éducation financière qui est élaboré, il y a, disons, un tronc commun, je vais dire une base pour toute initiative d'éducation financière. Maintenant, après, on peut, en fonction de la spécificité liée donc aux spécificités liées donc à la cible, pouvoir donc orienter la formation et surtout s'appuyer sur la pédagogie. C'est important de s'appuyer sur la pédagogie, qui est un élément capital parce que une chose d'avoir des contenus en éducation financière, mais l'autre chose est de voir comment est-ce que ce contenu-là est délivré, dans quel modèle, dans quelle approche ce contenu-là est délivré pour impacter véritablement les populations. Parce qu'en fin de compte, ce que nous recherchons, c'est l'impact que cela a sur les populations, le changement de comportement pour qu'ils puissent accéder à des services financiers
pour qu'ils puissent utiliser de façon durable les services financiers, pour qu'on puisse parler en fin de compte d'une inclusion financière durable et responsable surtout. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alavo. Je comprends les contenus et les éléments à partager sont intéressants. Euh, mais je vais demander pour les autres questions qui viennent qu'on soit beaucoup plus court pour voir si on peut terminer la base des questions parce que il y en a encore pour quelques minutes avant qu'on prenne les questions des participants parce que je vois qu'on a aussi beaucoup de questions qui viennent des participants, alors on prendra aussi le temps d'y répondre. Alors, je me tourne vers Madame Sarraza. Comme déjà, Monsieur Alavo a déjà évoqué certaines solutions que les institutions utilisent aujourd'hui pour surmonter ces défis, est-ce que vous auriez quelques autres solutions à ajouter, une ou deux, s'il vous plaît? Et oui, mais peut-être avant d'ajouter des solutions, j'aimerais peut-être signifier d'autres défis spécifiques aux institutions financières. Je vais aller rapidement, je comprends l'empressement par rapport au temps, mais il y a quand même le point sur l'expertise interne qui, je suppose, c'est très intéressant pour qu'on puisse citer ici. Les institutions financières n'ont pas nécessairement d'expertise, surtout en termes de développement de la méthodologie. Il y a le programme national, mais comme M. Diop l'a repris, M. Avalo, il y a besoin d'adaptation par rapport aux cibles. Et dans les institutions financières, cette expertise manque souvent. On a des commerciaux, on a des experts en risque, mais pas nécessairement experts en développement des méthodologies. Autre défi que je peux citer, c'est l'insuffisance des ressources. Ça peut être de ressources humaines, matérielles ou tout comme financières, qui manquent les institutions financières pour le programme d'éducation financière. Je peux donner juste un cas d'une institution dans laquelle j'ai travaillé. Rien que le coût des formations en éducation financière, pour ne pas dire les coûts d'inclusion financière, parce qu'on y associe toujours la bancarisation. On était autour des 15 $ à 40 $ par bénéficiaire. Et allez-y comprendre combien d'institutions financières sont en mesure de mettre un paquet pour former ou pour équiper les bénéficiaires en éducation financière. Nous avons aussi, ça c'est peut-être un cas qui peut être un peu particulier en RDC, c'est la culture. La culture qu'on a instaurée beaucoup plus peut-être dans la partie est de notre pays, là où les gens étaient habitués d'être payés pour qu'ils participent à des formations. Et ça, vraiment, ça devient un défi pour les institutions, parfois qui se trouvent coincées et être obligées de donner soit à manger, soit les transports, pour que les participants s'empressent à participer aux formations. Ces défis, on fait face avec, sans toutefois oublier les défis procéduraux. L'éducation financière, c'est bien beau, mais il faudrait vraiment que ça soit inscrit dans le procédure de l'institution pour s'assurer qu'elle sera toujours délivrée comme il faut. Et vous savez, surtout pour les grandes institutions, j'en fais pas. Donc, mon institution fait partie des grandes institutions, là où peut-être les approbations doivent venir du siège et ça prend beaucoup de temps et il y a un impact par rapport à la manière de dispenser ces formations. Alors, comme solution, c'est clair, il faut apporter de l'expertise ou il faut développer l'expertise en interne pour que l'éducation financière soit adaptée aux cibles. Pour les cas de fuite, vous avez vu, nous avons des migrants, des déplacés de guerre, nous avons des agriculteurs et M. Armel, M. Alou ils l'ont rappelé avec insistance, les contenus doivent être adaptés. Et donc, il faut de l'expertise en interne pour que la formation, pour que les sensibilisations soient adaptées. En plus de cela, et en lien avec le coût, comme j'ai cité, il est très important de tisser des partenariats stratégiques. Il y a beaucoup de PTF. À la fin, on a les mêmes cibles, institutions financières, PTF ou privées. On a les cibles composées des ménages à faible revenu, des agriculteurs, des entrepreneurs, etc. Et toutes ces cibles sont concernées par l'éducation financière. Alors, il faut tisser des partenariats pour réduire le coût de l'éducation financière.
Ça, on peut faire le cost sharing, les partages des coûts, et à la fin, le bénéficiaire va sortir enrichi. C'est ce que nous faisons au niveau de la banque. Et en plus de cela, je voulais aussi le dire, peut-être comme information, en lien toujours avec les coûts de l'éducation financière. En RDC, avec le Programme national d'éducation financière, nous avons évalué autour de 17 milliards de dollars les coûts de mise en œuvre de l'éducation financière. Donc, ces coûts est tellement énorme que si on ne recourt pas au partenariat, ça peut être presque impossible de faire de l'éducation financière. Et enfin, comme solution, je parlerai des sensibilisations régulières et des masses. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à sensibiliser et à sensibiliser davantage pour surmonter les différents défis que j'ai mentionnés plus haut. Merci beaucoup, Madame Saraz. Alors, je tourne vers vous, Monsieur Alavo. Comment pensez-vous que la technologie aujourd'hui pourrait influencer le développement, l'implémentation, l'accès à l'éducation financière? On a parlé des défis que rencontre la population, les défis que rencontrent les institutions. Et aujourd'hui, quelle place pouvons-nous donner à la technologie? Merci beaucoup, mon cher ami. Alors déjà, j'ai voulu euh, faire une petite nuance. Une petite nuance. Vous savez, on parle d'éducation financière et digitale, et on parle d'éducation financière digitale. Il y a un « et » qui est quelque part qu'il faut comprendre. L'éducation financière digitale, c'est en fait cette possibilité donc de digitaliser des contenus en éducation financière. Et l'éducation financière et digitale, c'est non seulement des contenus en éducation financière classique, mais c'est également des contenus en éducation financière avec pour focus le côté numérique. Donc, comment est-ce que les populations peuvent être formées sur les outils digitaux, les outils numériques pour pouvoir accéder en fait à des services financiers de façon générale. Et donc, il faut que je fasse cette nuance pour savoir que quand nous parlons d'éducation financière et digitale, nous devons également permettre aux populations, pendant qu'elles sont en train de chercher à avoir des connaissances, des notions, des compétences, des aptitudes, des attitudes, et changer de comportement donc, de façon générale, pendant qu'elles sont en train donc, de rechercher des connaissances dans ce domaine-là, qu'on puisse également leur donner des outils pour l'utilisation donc des outils digitaux, notamment le téléphone portable, qui aujourd'hui est l'infrastructure à la portée de nous tous, qui nous permet aujourd'hui de faire des transactions de type mobile money, d'épargner de façon digitale, etc. Alors aujourd'hui, la technologie nous permet de faire beaucoup de choses. Nous permet de faire beaucoup de choses. On prend un exemple tout simple, déjà les sites web. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accéder à des contenus en éducation financière à travers des sites web. Et vous allez sur des moteurs de recherche, vous tapez un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de contenus aujourd'hui qui existent dans le domaine de l'éducation financière, accessible. Donc déjà, la technologie peut être utilisée, donc, notamment à travers les sites Internet qui existent et qui développent des contenus en éducation financière. J'ouvre la parenthèse pour dire que, bon, quand je prends même le simple exemple de MicroSave, vous avez votre site qui nous permet, pour tout lecteur, tout curieux, par exemple, je demande déjà à tous ceux qui sont connectés de faire tout sur le site de MicroSave pour voir, il y a des contenus que vous développez, il y a beaucoup d'informations que vous passez. Ça permet, parce que l'éducation financière, c'est aussi ça. C'est l'information, c'est la formation, c'est la sensibilisation. Alors, à part ça, il y a par exemple des applications mobiles qui sont développées. Donc, il y a des applications mobiles qui sont développées aujourd'hui, des applications web, où vous avez la possibilité d'aller découvrir des contenus, d'aller apprendre, d'aller vous informer sur un certain nombre de choses, notamment sur les thématiques classiques d'éducation financière, comment organiser ses dépenses, comment épargner, comment investir, etc., etc. Vous avez également les médias sociaux aujourd'hui qui sont utilisés. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a une expérience qui a été développée avec la banque de la RDC, la BDCD, avec
cette vaste campagne d'éducation financière à travers les médias, c'est également des outils qu'il faut utiliser. Parce que généralement, quand ces outils, ces contenus sont développés à travers ces canaux-là, ces contenus sont disponibles sur la toile. D'accord? Notamment quand c'est par exemple des capsules vidéo qui sont montées, par exemple, vous avez la possibilité d'accéder à ces capsules-là en ligne à tout moment. Et donc, aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir accès à, disons, à un large, disons, une vaste, je vais dire, un contenu plus large, d'accord, ou un espace plus large de contenu en éducation financière. Et aujourd'hui, pour défier les questions de géographie, les questions de temps, je peux rester à Cotonou et suivre une formation en éducation financière délivrée par quelqu'un qui est à Washington, délivrée par quelqu'un qui est au Burkina Faso, alors que si je devais suivre cette formation en présentiel, ce ne serait pas possible. Donc aujourd'hui, le numérique nous permet donc de pouvoir accéder véritablement à beaucoup de contenu, de pouvoir nous former, de pouvoir nous informer et de pouvoir avoir accès à des informations adaptées à nos besoins réels. Si je me rends compte que ce qui est proposé n'est pas adapté à mon besoin, je ne le suis pas. Mais quand je tombe sur quelque chose qui est adapté à mon besoin, et donc ça permet donc de cibler, d'accord, des contenus qui sont adaptés aux besoins que nous exprimons nous-mêmes. Donc voilà de façon ramassée, hein, sans trop discourir, ce que je Oui, peux dire par merci. rapport à la technologie. Alors, je tourne vers vous, docteur Diop. Aujourd'hui, est-ce que les populations sont-elles prêtes pour l'utilisation des technologies dans les programmes d'éducation financière? Parce qu'une chose est de développer de programmes en utilisant des technologies, une autre est d'avoir une population prête. Oui, alors c'est une question qui nous semble pertinente, hein, parce que si on analyse un peu la configuration de l'accès des populations aux services numériques au Sénégal, hein, si je convoque un peu les statistiques de l'Institut statistique qui s'occupe un peu de ce qui est enquête, on se rend compte qu'il y a une fracture numérique, hein, entre les populations selon le milieu de résidence et le niveau ici de pauvreté dans la région. Et donc, on voit qu'il y a près de 15% quand même des populations rurales qui ont accès à Internet, contre 56% ou même voire 57% dans la zone urbaine de Dakar. Dakar, c'est la capitale. Et plus d'un tiers peut-être dans les autres milieux urbains. Vous voyez donc, il y a une certaine fracture et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on veut, en tout cas, accroître la dimension ou la portée de l'éducation financière, il faudra nécessairement travailler sur une meilleure répartition des infrastructures numériques. Et je pense qu'il y a peut-être une bonne part de responsabilité de l'État et des pouvoirs publics pour y veiller, mais également des institutions qui interviennent dans ce secteur. Et donc, si on veut vraiment utiliser, n'est-ce pas, l'outil innovant comme quand même un bon canal de dissémination de l'éducation financière, il faut veiller à réduire la fracture numérique auprès quand même de ces populations qui sont les plus vulnérables. Alors, c'est un point important. Le deuxième point qui nous semble important, c'est également de faire en sorte qu'il y ait une restauration de la confiance, parce que le problème de l'utilisation de la technologie, c'est également les problèmes de risque, hein, les problèmes de fraude, les problèmes de sécurité et de partage des données. Et je pense qu'il faut nécessairement également accompagner les actions d'éducation financière sur, en tout cas, des messages d'alerte, hein, des messages également de sensibilisation sur comment, en tout cas, mieux sécuriser les transactions, les opérations. Donc, deux volets qui nous semblent importants, le volet accessibilité, mais également le volet sécurisation des opérations ou même des services qui sont disséminés. Oui, les populations sénégalaises sont très réactives par rapport à l'utilisation de la technologie, d'autant plus que même en termes de statistiques, plus de 100% de la population détient un peu le portable. Donc, je pense que ça peut être un bon véhicule d'éducation financière. Mais si on va de très près, il y a une certaine quand même fracture
qu'il faut corriger pour, en tout cas, favoriser un meilleur accès à l'utilisation de l'Internet ou des services digitaux. Merci beaucoup, Dr. Diop. J'ai compris déjà que vous avez donné ce qui devrait être fait, ce qui devait être fait par les différentes parties prenantes pour aussi une meilleure adoption de solutions digitales d'éducation financière par leurs cibles. Alors, je vais prendre la dernière question avant de prendre les questions et je me tourne rapidement vers Madame Sarraza. Qu'est-ce qui doit être fait aussi par les institutions financières pour une meilleure adoption? En une minute avant de prendre les questions. Voilà, merci beaucoup. Les institutions financières, juste un conseil, c'est d'abord adopter l'éducation financière comme un axe de développement stratégique. Deuxième recommandation, c'est de construire les plans opérationnels autour de cet axe stratégique. Et troisième recommandation, il faut mobiliser les ressources, tant humaines, financières que matérielles. On a parlé des défis, je ne vais pas reprendre ça. Donc, il faut mobiliser les ressources. Et dernièrement, si possible, rendre l'offre gratuite, l'offre de l'éducation financière gratuite pour s'assurer qu'une grande majorité de la population accède à ces formations. Et il faut utiliser les canaux digitaux. Ce n'est pas approuvé avec les canaux digitaux. On peut facilement atteindre un grand nombre qu'en les faisant toujours de manière classique, comme on a l'habitude de le faire actuellement. Merci. Merci beaucoup, Madame Sarraza. Nous allons passer à la partie des questions, des séances de questions-réponses. Nous avons eu presque une vingtaine de questions. Nous allons essayer de prendre certaines dans les 10 minutes qui suivent. Et je demande déjà pardon à nos participants pour les questions qui ne seront pas répondues, mais nous allons envoyer les réponses même après par mail pour se rassurer que toutes les questions ont été répondues. Alors, pour commencer, je vais commencer avec vous, Monsieur Diop. On dit aujourd'hui comment est-ce qu'on peut solliciter l'assistance de l'OQSF pour traiter les recommandations à l'encontre d'une banque en ce qui est de l'éducation financière. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors, dans le mandat de l'Observatoire, la médiation occupe une place centrale. Hein, et pour saisir l'Observatoire en tant que requérant d'une institution financière, vous pouvez naturellement formuler une requête, hein, une requête qui peut être écrite, mais qui peut être également digitalisée, parce que nous avions développé une plateforme de gestion digitalisée des complaintes, hein, Satis OQSF. Je pense que si vous allez sur Play Store, vous avez la possibilité de télécharger cette version-là. Et sur le site également de l'Observatoire, il y a toutes les informations qui permettent de pouvoir, en tout cas, contacter l'Observatoire, hein, sur un simple mail. On peut naturellement transférer sa réclamation qui peut être traitée dans un délai de 24 heures à 60 jours, hein, parce que c'est des délais réglementaires qui sont encadrés par la loi. À la base, il faut également mettre toutes les pièces justificatives qui montrent que la réclamation est fondée. Et donc, pour toute réclamation qui n'est pas satisfaite par l'opérateur, le requérant pourra contacter l'Observatoire qui aura l'obligation de traiter celle-ci dans un délai de 24 heures à 2 mois. Je rappelle qu'en termes de consolidation de nos statistiques, à ce jour, nous avons eu à traiter plus de 5000 dossiers de médiation et nous avons 2 types de médiation, la médiation des assurances, pour le volet assurance, et la médiation qui s'occupe de tout ce qui est banque, de tout ce qui est microfinance, de tout ce qui est également établissement de monnaie électronique. Donc, je pense que sur le site, c'est déjà affiché. Vous pouvez aller directement pour, en tout cas, avoir l'adresse qui est donnée. Maintenant, les requêtes sont écrites, comment tenir compte des personnes analphabètes. C'est la raison pour laquelle nous avions développé même un autre numéro pour, en tout cas, l'envoi de messages WhatsApp. Hein. Vous savez, les réseaux sociaux maintenant, c'est très développé. Ça nous permet rapidement de pouvoir
en tout cas prendre en compte les analphabètes. Tout le monde ne peut pas lire. Alors, au-delà de ça aussi, nous avions un numéro vert qui est accessible sur le 800 880 880. Donc, c'est un numéro gratuit où tout le monde peut appeler et donc avoir toutes les informations pour la formulation de la demande. Voilà, pour être court, voilà les réponses. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Alavo. Alors, les participants posent cette question. Quelles sont les limites des partenariats publics-privés dans le domaine de l'inclusion financière et comment peuvent-elles être atténuées étant donné que vous avez à collaborer avec plusieurs institutions financières? Merci, Rocky. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette question, alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où pour réussir l'inclusion financière de façon générale, il faut une synergie de tous les acteurs. Et comme je le dis souvent, il y a des actions que le public peut faire que le privé ne peut pas faire. Il y a des actions que le privé peut faire que le public ne peut pas faire. Et donc, chacun doit jouer son rôle dans cet écosystème-là. Je donne souvent un exemple très simple. Si par exemple, la banque, je prends le cas du Congo, par exemple, de la RDC. La banque de Madame Espérance dit, par exemple, il faut que tous les enseignants du public ouvrent un compte chez nous pour domicilier leur salaire, bénéficier donc d'avantages, etc., etc. Sur 1000 enseignants, d'accord, ou sur 1000 fonctionnaires, à peine vous aurez, sur une période de 6 mois, à peine vous aurez 200, 150, 200. Avec beaucoup d'actions commerciales, avec beaucoup de communication, beaucoup d'actions marketing. Ça, c'est le privé qui a initié une activité. Mais laissez les 6 mois passer et demandez à l'État, par exemple, de dire que tous les fonctionnaires, les 1000 fonctionnaires dont je viens de parler tout à l'heure, doivent ouvrir un compte au niveau donc de la banque de Madame Espérance. Sinon, à la fin du mois prochain, je ne vis pas les salaires. Vous allez voir systématiquement, je vais dire, la semaine qui suit le communiqué là, vous allez voir, tous les 1000 fonctionnaires vont ouvrir le compte à la banque pour domicilier le salaire. Même s'il n'y a pas derrière cette ouverture de compte des avantages que la banque doit accorder, systématiquement, tout le monde ouvre les comptes. Parce que justement, il y a ce que l'État peut faire, ce que les pouvoirs publics peuvent faire et ce que le privé peut faire. Et nous devons pouvoir travailler main dans la main. Donc, il n'y a pas, je ne dirais pas, moi, je ne vois pas ça en termes de limite. Je vois ça beaucoup plus en termes de collaboration. On doit pouvoir réfléchir dans une approche de synergie. Qu'est-ce que l'État peut faire pour faciliter les actions sur le terrain au public, au privé? Qu'est-ce que l'État peut faire pour faciliter un certain nombre de mises en œuvre d'actions? D'accord? Et donc, si ce point de partenariat est bien trouvé, je pense qu'on ne va même pas se marcher sur les pieds. L'État va mener des actions, va prendre des décisions, va prendre des lois, va donner des directives et les acteurs privés vont se positionner maintenant pour faciliter. Et si l'État dit, bon d'accord, vous permettez aux 1000 fonctionnaires de l'État de pouvoir ouvrir leur compte, il viendra simplement à la Banque de l'Espérance de pouvoir positionner des commerciaux un peu partout, sur toutes les lignes du territoire, et en une semaine ou en 2 semaines, tous les comptes sont ouverts. Donc, vous voyez, c'est comme ça que nous devons travailler maintenant. Donc, pour moi, ce n'est pas véritablement des limites. C'est vrai qu'après, dans les questions de coopération, il y a de petits ajustements à faire, mais je pense que dans la globalité, on doit pouvoir travailler en synergie. Et chacun connaît son rôle. Même les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'éducation financière connaissent également leur rôle. Et je voudrais compléter très rapidement pour dire que, pour moi, pour renforcer un peu ce que Espérance a dit tout à l'heure, il faut que, au niveau de chaque institution financière, c'est vrai que ça va être un peu lourd en termes d'incidence financière, mais après, il faudra réfléchir plus précisément. Il faut qu'au niveau de chaque institution financière, on ait des acteurs qui s'occupent des questions liées à l'inclusion et à l'éducation financière. L'objectif, c'est de travailler sur des sujets qui ont trait à l'éducation et à l'inclusion financière. Si vous prenez quelqu'un que vous recrutez dans cette banque, à qui vous donnez des objectifs d'ouverture de compte, d'objectifs de mobilisation de dépôt, de distribution de crédit, il ne peut pas atteindre l'objectif d'éducation financière.
Si nous voulons que nos institutions financières travaillent véritablement à contribuer à l'atteinte des objectifs d'éducation financière, il faudrait qu'on ait des acteurs recrutés spécialement pour ça, ou qu'il y ait des projets, des programmes, ou que l'État prenne la décision. Je pense que mon cher ami Aliou ne me dira pas le contraire. Si l'OQSF, par exemple, prend la décision de recruter des spécialistes en éducation financière, positionnés donc au niveau de chaque institution financière, quitte à ce que des comptes rendus soient faits de façon mensuelle à l'OQSF pour dire voilà ce que nous avons pu faire au cours de ce mois, au cours de cette semaine, au cours de ce semestre, au cours de cette année. Ça fera un travail indépendant du travail de la banque. Parce que la banque ne peut pas faire et réussir vraiment des actions d'éducation financière de façon neutre. Elle va toujours parler donc de son business. Or, comme on parlait du business, il y a confusion entre l'éducation financière et les actions marketing et commerciales. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup, M. Alavo. Alors, à tous nos participants, je vous annonce que dans quelques instants, on va lancer un sondage juste pour avoir vos avis par rapport à ces webinaires et pour les prochains que nous aurons à organiser très prochainement. Alors, je me tourne vers Madame Espérance. Alors, il y a une question ici. On demande comment votre programme d'éducation financière a-t-il abordé les obstacles culturels et les attitudes préexistantes envers l'argent et les finances? Aussi, il demande les différents coûts sont relatifs à quoi en RDC quand vous avez parlé de coûts d'implémentation ou de déploiement du programme d'éducation financière? En une minute, s'il vous plaît. Voilà, en une minute, OK, en une minute, je dirais d'abord que M. Armel m'a précédé, hein, c'est les partenariats. Comment on arrive à aborder les obstacles culturels, c'est grâce aux partenariats. J'ai un cas précis avec CERES, Catholic Real Life Service, dans les Kasaï. Et les Kasaï, oui, nous avons des agents qui sont dans les Kasaï orientales, mais qui sont en ville, en Bujimaï, qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue ni les habitudes au niveau des zones un peu reculées. Et alors, grâce au partenariat avec les partenaires au développement qui interviennent dans ces milieux, nous avons pu former la communauté locale. Nous avons pu former les bénéficiaires des CRS à qui nous avons capacité en tant que formateurs pour qu'ils puissent former la communauté. Et notre rôle, c'était la supervision. Et c'est pour se rassurer que la formation se délivre dans la méthodologie et selon les normes que nous avons déjà fixées en amont. Donc ça, c'est une des choses que nous faisons pour se rassurer que nous nous adaptons aux réalités culturelles de chaque point. Et donc, par rapport à la question liée au coût, il y a plusieurs éléments. Moi, je travaille dans une banque. Ce n'est pas comme peut-être d'autres organismes qui ont le même objectif d'éducation financière sans peut-être les objectifs en termes des comptes derrière. C'est-à-dire, chaque fois quand je fais l'éducation financière, je dois me rassurer que ces bénéficiaires deviennent clients de la banque. Et donc, je vais lier les deux. Je ne veux pas séparer l'éducation financière de l'inclusion financière. Donc, c'est un processus. Comme on a défini le processus, l'éducation financière, c'est un processus par lequel on acquiert des connaissances pour changer, pour influencer les attitudes et changer plus tard les comportements. Et donc, je commence par les connaissances. Je m'assure de bancariser les clients pour commencer à voir maintenant les changements au niveau des attitudes, donc les transactions qu'il va commencer à effectuer et plus tard jusqu'à peut-être à l'accès au financement. Alors, pour y arriver, et surtout dans des zones éloignées et reculées, je dois m'assurer de faire la bancarisation. Et la bancarisation, c'est un coût parce que je recours à mon réseau d'agents bancaires, c'est-à-dire qu'il y a un coût. Peut-être je dois payer toute la structure derrière les réseaux d'agents bancaires, si ce sont les master agents ou les agents bancaires ou les ambassadeurs, je dois payer. Et vous comprenez qu'il y a les coûts liés au déplacement, il y a les coûts liés à tout ce qui est logistique de la formation, etc. Et donc, c'est tout ça là qui définit le coût derrière l'éducation financière, comme j'ai essayé de les mentionner dans mes interventions précédentes.
Oui, merci beaucoup. Alors, j'invite les participants à continuer à compléter, à répondre au sondage pour que nous puissions avoir vos avis sur le déroulé de ces webinaires, mais aussi vos propositions pour le webinaire prochain. Alors, il y a une question ici adressée à M. Diop. Comment mesurer l'impact de la formation en éducation financière de manière concrète? Merci, monsieur le modérateur. Alors, plusieurs outils, hein, mais je mets l'accent vraiment sur les outils les plus pertinents et que nous avions expérimenté dans la phase pilote du programme de formation en éducation financière de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Alors, le premier outil qui permet de pouvoir mesurer l'impact, c'est l'évaluation à chaud de ce que la perception des, des formés donne. Donc, je pense que c'est un premier outil qu'il faut vraiment utiliser à chaud. Maintenant, il peut y avoir une évaluation ex post, hein, c'est-à-dire qui va être faite dans un délai de maturation, c'est-à-dire il faut, après la formation, par exemple, si vous faites une formation sur l'accès au financement des PME, il faut, dans un premier temps, faire une évaluation à chaud de ce que la formation a pu quand même permettre de pouvoir, n'est-ce pas, assimiler en termes de connaissances chez les apprenants. Maintenant, l'évaluation ex ante pourra être faite dans un délai qui peut peut-être varier entre 1 an et 2 ans pour voir est-ce que les formés ont pu accéder, par exemple, au financement requis. Le deuxième outil, pour nous, c'est important, c'est la production, en tout cas, de statistiques fiables sur les actions menées en éducation financière ou formation. Troisième outil qui nous semble important, c'est un suivi pertinent des indicateurs clés liés à la formation. Et pour cela, ça nous permettra de voir dans un délai assez périodique, est-ce qu'il y a des actions correctives à apporter par rapport à certains indicateurs d'impact, mais également de performance des activités de formation. Un dernier outil qui peut peut-être être important, c'est qu'il faut produire régulièrement, en tout cas des documents ou des rapports d'évaluation, ce qui permet de pouvoir, en tout cas, mieux apprécier les impacts. Mais dans tout, il faut que cette évaluation de l'impact puisse être faite auprès des cibles, parce que les cibles principales, c'est ceux à qui ces formations sont destinées. Et pour mieux, en tout cas, voir en tout cas le degré de perception, mais également le degré de dissémination de ces formations-là. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, la dernière question pour ces webinaires, elle est adressée à M. Alavo. Alors, les requêtes sont écrites. Comment tenir en compte les personnes analphabètes? Oui, merci beaucoup. Alors, je pense que nous, on n'a pas géré spécifiquement euh, des, des requêtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec le contexte actuel où euh, la Banque centrale a fait obligation à toutes les institutions financières d'un certain niveau de pouvoir disposer en leur sein d'un département qui traite les réclamations, d'accord? Aujourd'hui, les initiatives vont dans tous les sens pour effectivement trouver des approches qui puissent satisfaire tout le monde. Je pense que M. Diop vient de le dire, hein, il y a au niveau de l'OQSF, qui est d'ailleurs même cette structure mandatée par l'État pour gérer vraiment les questions liées à la protection des consommateurs, à l'éducation financière, à la transparence, disons, la tarification, donc la transparence au niveau de la tarification, au niveau des décisions financières et également sur les questions de médiation financière. Je pense que une application mobile, telle qu'il a indiqué tout à l'heure, pour recueillir donc des requêtes et donc des traités suivant les délais qu'il a indiqués, oui, c'est bon. Un numéro WhatsApp qui permet à tout le monde de pouvoir, aujourd'hui même les populations analphabètes ont la possibilité donc de faire des notes vocales pour envoyer des messages à leurs proches. Mais aussi faudrait-il que ces populations-là détiennent ce type de téléphone. Je n'ai pas un téléphone Android, je ne pourrais pas faire du WhatsApp, par exemple.
d'accord? Donc, un numéro vert aussi, ça règle le problème. Mais après, je pense véritablement que dans une approche de démocratisation de ce dispositif de collecte des requêtes des populations, il faudra systématiquement communiquer à la base. C'est important. Tous ces outils peuvent exister sans qu'il y ait vraiment de communication autour. Si moi, je suis peut-être un Sénégalais et que je n'ai jamais entendu parler de l'OQSF ou je n'ai jamais entendu parler d'un tel outil disponible, j'aurai un problème avec une institution financière, mais parce que je ne sais pas que ça existe, d'accord? Je ne vais jamais formuler une requête et envoyer à cet organe-là. Même il y a des populations qui ne savent même pas que les associations de défense des intérêts des consommateurs sont là pour recueillir donc enfin, les difficultés qu'ils ont avec les institutions financières et pouvoir les traiter. Et donc aujourd'hui, il est important de communiquer, de véritablement communiquer dans la masse. S'il y a même possibilité, recruter des gens au niveau donc des quartiers, des arrondissements, des communes pour faire une communication à la base, que ce soit en langue, que ce soit dans les différentes langues au niveau donc du pays, parler au niveau du pays, en français, pour dire, voilà, désormais, par rapport à telle chose, vous avez tel numéro que vous pouvez appeler, vous avez telle structure qui s'occupe, vous pouvez même aller dans les institutions financières, et c'est pour ça que je renforce encore mon idée que l'OQSF doit recruter et placer au niveau donc des institutions financières des acteurs qui travaillent de façon indépendante. C'est capital, je crois que je l'ai dit lors d'une activité où j'étais avec M. Diop à Abidjan, je l'ai dit, il faut que l'OQSF ou un autre acteur public puisse travailler à recruter des acteurs positionnés au niveau des institutions financières. Parce que l'autre chose, c'est que si cet agent qui s'occupe donc de l'éducation financière ou de la gestion des réclamations, des plaintes, etc., au niveau de l'institution, est quelqu'un qui est recruté, payé par l'institution, il peut y arriver des situations où on ne va pas remonter l'information. Juste parce qu'on sait que si on remonte l'information, des têtes vont tomber. Alors que si cet agent qui travaille au niveau de l'institution est indépendant et travaille pour le compte de l'OQSF, il n'a pas le choix, il n'a pas de parti pris, il est obligé de remonter les informations en temps réel pour qu'on puisse finir définitivement avec ces problèmes de réclamation et donc parfois donc de situations où l'institution financière gruge à tort un client. Je pense que c'est une approche qu'il faudra étudier, approfondir et pouvoir trouver une solution définitive. Merci. Merci beaucoup, M. Alavo. Alors, nous allons terminer cette partie de questions avec un commentaire d'une participante, Madame Ariane Kouassi, qui dit que la question de l'usage des technologies devrait se faire progressivement sans brusquer les habitudes des gens. Le fait qu'on en parle ne devrait pas constituer une pression à leur mettre pour l'acquérir, l'utiliser. Ces technologies impliquent également des risques qui ne sont pas très souvent bien gérés du point de vue de l'offre. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les participants d'avoir participé à ce webinaire qui portait sur l'éducation financière à l'ère du numérique, les défis et les opportunités. Nous avons discuté sur la définition elle-même de l'éducation financière où nous avons vu que c'est plutôt un processus d'apprentissage avec deux approches, l'approche formation et l'approche communication. Donc, la formation en elle-même ne suffit pas, mais aussi il y a les habitudes et le comportement. Nous avons parlé de différentes actions à prendre en compte dans le développement d'un programme d'éducation financière. On a parlé de 6 actions. Il y a l'état des lieux, définir la stratégie, quel est le contenu, quels sont les canaux, quelle formation donner. Nous avons parlé des matériels à utiliser, quel est le message clé, quel est le curricula à développer. Nous avons parlé aussi de l'engagement de toutes les parties prenantes de l'éducation financière. En 5e position, nous avons aussi parlé des dispositifs de mise en œuvre et le rôle que chaque acteur doit jouer. Et la 6e action était le suivi-évaluation. Nous avons aussi parlé des différentes spécificités à prendre en compte dans le développement de ce programme, surtout les cibles qui sont auparavant identifiées par souvent la stratégie nationale d'éducation financière, qui utilise aussi la stratégie nationale pour l'éducation financière. Et nous avons parlé de certaines cibles qui sont les femmes, les enfants, les exploitants agricoles, les populations rurales, les entrepreneurs, les personnes vivant avec handicap, des réfugiés, des migrants et pourquoi pas aussi la diaspora.
oui, nous avons vu que les différents défis, pardon, sont surtout beaucoup d'initiatives qui sont dispersées et souvent qui diluent aussi l'impact de l'éducation financière. Et enfin, aussi, nous avons parlé de manque d'évaluation d'impact comme grand défi. Alors, Monsieur Alavo aussi a fait une nuance entre l'éducation financière et digitale et l'éducation financière digitale qui est très importante à faire pour comprendre comment est-ce que les deux se distinguent. Enfin, on a parlé aussi de la fracture numérique dans l'utilisation des technologies. Nous devons aussi tenir compte de niveaux d'appétence ou des niveaux d'éducation digitale de la population avant d'implémenter l'éducation financière sur des plateformes digitales. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je rappelle que toutes les questions qui sont restées sans réponse seront répondues par mail. Donc, rassurez-vous que nous allons vous revenir avec des réponses. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci, Monsieur Alavo. Merci, Madame Saraza. Merci, Monsieur Diop. Merci à tous les participants et à ma collègue aussi, Rebecca, pour les supports. Continuons la conversation sur nos pages et réseaux LinkedIn.